Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai vécu au cœur du monstre qui a dévoré Tamaulipas. Je parle pour ceux qui ne peuvent plus, pour ceux que nous avons réduits au silence, pour ceux que la peur a enterrés sans tombe. Je ne vous demanderai pas de me pardonner. Je veux seulement dire la vérité, telle que je l'ai portée comme une arme et comme une chaîne. J'étais un opérateur du cartel del Golfo. Pas un figurant, pas un guetteur perdu dans la poussière, mais l'ombre qui passait entre les ordres et leur exécution. J'ai donné des instructions qui ont coûté des vies. J'ai coordonné des hommes qui tiraient avant de penser. J'ai profité d'argent qui sentait l'essence, le sang et la sueur. Oui, j'ai commis des crimes. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que le silence pèse plus lourd que la mort. Tamaulipas, la nuit, à l'odeur de l'essence renversée et des pneus brûlés. Les radios crépitent dans la chaleur moite, une langue de code que seuls les nôtres comprennent. Reynosa, Matamoros, les routes vers le nord comme des veines ouvertes. Entre 2008 et 2013, j'ai appris à respirer au rythme des sirènes, à lire la ville depuis un toit, une portière entrebâillée, un carrefour sans lumière. Nous avions des yeux partout. Nous en voulions davantage. On m'appelait son bras. Un nom volé à la lumière pour mieux l'éteindre chez les autres. Sous ce nom, j'ai servi un homme que tous craignaient de nommer X20. Il n'était pas un mythe, il était une méthode, une discipline de fer, une manière de faire taire les questions avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Il disait que la loyauté était plus rare que l'or et plus tranchante qu'un couteau. J'y ai cru. J'ai parié ma vie, celle de ma mère, de mes sœurs, sur cette vérité instable. Vous voulez savoir comment on entre dans un système qui vous avale tout entier? Ce n'est pas une porte secrète, ni un rituel baroque. C'est une phrase, un regard, un manque d'argent, une facture d'hôpital. C'est la honte d'être inutile dans une ville où l'on survit en se vendant à la nuit. Le premier pas ressemble à un salut. Et, pendant quelques jours, on remercie presque le diable d'avoir tendu la main. Je ne suis pas ici pour raconter des exploits. Ce ne sont pas des exploits. Ce sont des erreurs qui ont trouvé une logique. J'ai appuyé sur des déclencheurs invisibles. J'ai signé des feuilles blanches que d'autres remplissaient de balles. Chaque ordre franchissait la radio comme une prière inversée. Ceux qui croient que le pouvoir rend libre n'ont jamais connu l'obligation d'obéir. Il existe pourtant une vérité que personne n'a jamais racontée sur le règne de X20, une fissure dans la façade de son empire. Ce que nous appelions loyauté n'était qu'un autre nom pour la peur. Et la peur, quand elle gouverne tout, finit par se retourner contre celui qui la brandit. Si je parle, c'est pour ouvrir cette fissure jusqu'à ce que la lumière y entre. À partir d'ici, je ne garderai rien, ni ma honte, ni leurs secrets. Je vous dois tout. Je suis né dans une maison de parpaings mal joints, au bord d'une route poussiéreuse de Reynosa. Le toit de tôle grinçait à chaque rafale de vent, comme si le ciel lui-même menaçait de s'effondrer sur nous. Mon père travaillait dans un atelier de mécanique, toujours couvert de graisse et de sueur, jusqu'au jour où un camion sans frein l'a percuté sur la route nationale. Il est mort sur le coup. J'avais 10 ans. Ma mère s'est retrouvée seule avec moi et mes 3 sœurs cadettes. Elle faisait des ménages dans les maisons des familles aisées de la ville. Le soir, elle rentrait avec l'odeur de chlore sur ses mains écorchées. Son dos pliait de fatigue, mais jamais elle ne se plaignait devant nous. Je l'entendais pourtant pleurer la nuit, quand elle croyait que nous dormions. C'est ce son qui m'a marqué plus que n'importe quelle sirène de police. Les sanglots d'une femme qui se bat contre un monde entier pour nourrir ses enfants. Notre quartier n'offrait aucune issue. Les rues étaient un mélange de poussière et de promesses brisées. Les écoles manquaient de professeurs, les hôpitaux manquaient de médicaments, et la police manquait de scrupules. Autour de nous, les voitures neuves des narcos brillaient sous le soleil comme des rappels cruels de ce que nous n'aurions jamais.
Quand vous êtes pauvre, le luxe des autres n'est pas seulement une provocation, c'est une blessure qui suppure chaque jour. Je me souviens d'un soir d'hiver. Ma petite sœur cadette toussait sans arrêt. Le médecin avait prescrit un sirop coûteux. Ma mère, les yeux rougis, comptait des billets froissés sur la table. Il manquait la moitié. Elle a posé la tête dans ses mains et j'ai ressenti, pour la première fois, cette colère sourde contre le destin. Pourquoi certains enfants pouvaient-ils se soigner sans y penser, alors que nous devions choisir entre manger et respirer? Les rues parlaient un autre langage, celui de la survie. Dans mon quartier, les adolescents de 15 ans conduisaient déjà des pick-up rutilants, payés par un patron que personne n'osait nommer. Ils avaient des baskets importées, des chaînes en or, et une arrogance qui écrasait la honte. Je les voyais passer, leurs vitres teintées fermant la route comme des frontières. Ils avaient quitté le monde de la poussière pour celui de la puissance. Moi, je restais cloué au sol, les mains vides. L'absence d'avenir ronge comme un acide. Chaque fois que je demandais du travail, on me répondait « Reviens plus tard, Chico ». Plus tard signifiait jamais. Je me suis mis à vendre de l'essence de contrebande dans des bidons cabossés. Quelques pesos par jour. Pas de quoi remplir le frigo, encore moins payer les médicaments. Alors la honte s'est changée en désir. Désir d'être quelqu'un, d'appartenir à une force plus grande que ma misère. Je sais aujourd'hui que ce vide fut le premier piège. La pauvreté ne vous offre pas seulement la faim, elle vous tend aussi une illusion. Celle de pouvoir échapper à votre sort d'un seul coup, d'une seule rencontre. À 14 ans déjà, j'étais prêt à suivre le premier qui me promettrait autre chose qu'une vie de poussière et de regrets. La graine était plantée. Il ne manquait plus que la main qui viendrait la faire pousser dans l'ombre. J'avais 19 ans, et ma vie se résumait à remplir des réservoirs à la station-service au bord de l'autoroute. L'odeur d'essence m'imprégnait la peau, mes doigts restaient tachés malgré le savon, et chaque soir je rentrais avec la tête lourde de fatigue pour une poignée de pesos qui disparaissait aussitôt dans les dettes de la maison. Le monde semblait condamné à se répéter, les mêmes voitures cabossées, les mêmes clients pressés, les mêmes regards indifférents. Je croyais déjà être mort, seulement trop pauvre pour payer mon enterrement. Un mardi banal, le grondement sourd d'un moteur a brisé la routine. Une Suburban noire, vitre teintée, s'est arrêtée devant ma pompe. 3 hommes en sont descendus, armés, vêtus comme s'ils appartenaient à une armée invisible. L'un d'eux, celui qui paraissait le chef, s'est approché de moi. Son regard était glacé, d'une fixité qui transperçait jusqu'à mes os. Il m'a demandé mon prénom. J'ai répondu en tremblant. Xavier, Senior. Puis mon âge, 19 ans. Il a esquissé un sourire qui n'avait rien d'amical. Tu veux rester là toute ta vie à remplir des réservoirs, ou tu veux devenir quelqu'un? Ce n'était pas une question. C'était une proposition enveloppée dans la promesse du pouvoir. Derrière lui, la Suburban vibrait comme une bête prête à avaler ma réponse. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit la seule chose qui pouvait changer ma vie. Je veux être quelqu'un, Senior. Il a hoché la tête, satisfait, et m'a donné un rendez-vous. Demain, 6 heures du soir, devant l'Oxixo du coin. Ne le dis à personne. Ni ta mère, ni tes sœurs, ni ton meilleur ami. Compris? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'entendais encore sa voix, ses yeux froids qui semblaient m'avoir déjà avalé. Je savais que je venais de franchir une ligne invisible. Pourtant, je voyais aussi le visage de ma mère penché sur l'ordonnance de ma sœur malade, ses mains tremblantes devant une facture impossible à payer. J'ai pensé que peut-être, de l'autre côté de cette ligne, se trouvait enfin une réponse. Le lendemain, à l'heure précise, une camionnette noire s'est arrêtée devant moi. « Monte, Moreau !» a lancé l'homme assis à l'avant. À l'intérieur, le silence régnait, seulement troublé par la musique norteña qui coulait de l'autoradio.
Nous avons roulé jusqu'à une maison discrète à la périphérie de Reynosa. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle construction modeste. Mais une fois franchi le portail, j'ai compris que j'entrais dans un autre monde. Des caméras fixées à chaque angle, des radios alignées sur une table, des hommes armés surveillant chaque entrée. L'air était saturé de tension, comme si chaque objet contenait un secret. C'est là que j'ai rencontré celui qu'on appelait El Checo, le recruteur. Un homme chauve, la quarantaine, des cicatrices sur le visage et une manière de sourire qui glaçait le sang. Il m'a observé comme on jauge une marchandise, puis il m'a dit, sans hausser la voix, « Ici, il n'y a pas de retour. Une fois que tu entres, tu sors de deux façons, en prison ou mort. Est-ce que tu es prêt ?» J'ai pensé à ma mère, à mes sœurs, au vide dans ma poche. J'ai répondu, « Oui, Seigneur. » Son sourire s'est élargi. « Alors tu commenceras comme Halcon. Tu observeras, tu rapporteras, tu te tairas. Voilà ton rôle. Si tu tiens, tu monteras. Si tu faiblis... » Il n'a pas fini sa phrase. Sur les murs, des photos de cadavres mutilés parlaient à sa place. Ce soir-là, en sortant de cette maison, je n'étais plus le garçon de la station-service. J'étais devenu une recrue du cartel d'El Golfo. Et même si je ne le savais pas encore, la ville entière allait bientôt se transformer en échiquier sanglant, et moi en simple pion prêt à se sacrifier. Le lendemain de mon recrutement, on m'a conduit de nouveau à la maison de sécurité. L'air sentait la poussière, la sueur et la peur. J'avais l'impression que chaque pas me rapprochait d'un gouffre invisible. El Checo m'attendait, assis derrière une table couverte de radios portatives, de cartouches et de cartes de la ville. Ses yeux ne quittaient jamais mon visage, comme s'il pouvait y lire ma loyauté ou ma trahison. Il m'a tendu un talkie-walkie et une petite moto sans plaque. « Voilà ton arme et ton cheval », a-t-il dit. « Avec ça, tu es les yeux et les oreilles du cartel. » Il m'a expliqué les codes. Polo pour la police municipale, Puerco pour l'armée, Galina pour les fédéraux, Gallo pour les États. Un langage secret, assez simple pour circuler vite, assez tordu pour semer les curieux. Puis est venu le moment du serment. Nous étions 3 recrues alignés dans une pièce mal éclairée. Sur la table, une arme démontée et une Bible tachée. Le silence pesait comme une chape de plomb. El Checo nous a regardés un par un et a déclaré « Ici, il n'y a qu'une règle, la loyauté absolue. Trahis-la, et tu finis sur ce mur. » Il a désigné un panneau recouvert de photos de corps mutilés. J'ai senti mes entrailles se nouer, mais j'ai hoché la tête. On nous a demandé de poser la main droite sur la Bible et de répéter « Je jure fidélité au cartel, au X20 et à mes frères. Que ma vie et celle de ma famille leur appartiennent. » J'ai obéi, la gorge serrée. Au fond de moi, je sentais que je signais un contrat écrit avec mon sang. L'épreuve suivante était plus concrète. On nous a envoyés, chacun accompagné d'un vétéran, sur des points de surveillance. Mon spot se trouvait à un carrefour poussiéreux près d'une station de bus. Mon rôle était simple, signaler toute présence suspecte. Je me suis posté avec mon talkie-walkie, les yeux rivés sur la rue, les oreilles tendues au crépitement de la radio. Chaque fois que je prononçais un code, je sentais que ma voix m'enfonçait plus loin dans ce monde. La nuit tombée, on nous a ramenés à la maison de sécurité. El Checo nous a félicités. Vous avez franchi la ligne. Dorénavant, vous êtes des halcones. Il nous a remis chacun une enveloppe contenant 500 pesos, une fortune pour moi, habitué aux miettes de la station-service. J'ai serré l'enveloppe dans ma poche, partagé entre la joie de pouvoir enfin nourrir ma famille et la peur de ce que cet argent représentait. Avant de partir, il m'a fixé dans les yeux. « N'oublie jamais, Moreau.
Ici, il n'y a pas de sortie. Ceux qui veulent fuir finissent dans des sacs poubelles. » Son sourire froid a cloué ces mots dans ma mémoire. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai rien dit à ma mère ni à mes sœurs. Je leur ai seulement déposé l'argent sur la table. Elles ont cru que j'avais trouvé un meilleur travail. Je les ai regardées sourire pour la première fois depuis longtemps. Mais moi, je savais, j'avais franchi une frontière invisible, et il n'y aurait pas de retour. Les premiers jours, je me suis cru chanceux. Être halcon signifiait surtout observer, transmettre, attendre. Je passais des heures assis sur ma moto à un carrefour, les yeux fixés sur les allées et venues. La radio crépitait sans cesse. Des voix, des codes, une rumeur électrique qui couvrait le silence de la ville. C'était comme si nous formions un seul organisme, chaque guetteur un air relié à un cerveau invisible qu'on appelait le cartel. Mais cette tranquillité relative n'a pas duré. Un soir, El Checo m'a convoqué. Dans la pièce, l'air sentait le whisky et la poudre. « Sombra », m'a-t-il dit, en utilisant mon nouveau nom de code. « Le patron veut tester ta loyauté. » J'ai senti mon estomac se nouer. On ne testait pas la loyauté avec des paroles. La mission était simple en apparence. Surveiller un commandant de police qui refusait nos offres de plata. Si l'homme persistait à fermer ses portes, il fallait appliquer l'autre option. Plomo. Mon rôle était de préparer l'opération, d'étudier ses habitudes et de donner le feu vert au sicario désigné. Pendant 2 semaines, j'ai suivi sa routine. Je le voyais sortir de sa maison chaque matin, embrasser sa femme, saluer ses enfants. Je notais l'heure, le trajet, les arrêts. Plus je l'observais, plus je sentais un poids m'écraser. Mais reculer n'était plus possible. Le mardi matin prévu, le sicario était en embuscade sur une moto. J'étais posté à quelques rues, la radio à la main. Quand j'ai murmuré « Verde », j'ai entendu 3 détonations sèches. L'homme est tombé face contre le trottoir. Ses enfants hurlaient derrière la grille. J'ai fermé les yeux, incapable de respirer. Mais la voix de mon complice a claqué. Mission accomplie. Tasiki. Le soir, on m'a conduit devant X20 pour la première fois. Il était assis derrière un bureau massif, vêtu d'une guayabera blanche impeccable. Il m'a observé longuement, puis a dit « Excellent travail, Sombra. Rapide, propre, avec le message clair. » Il a versé 2 verres de whisky et m'en a tendu un. Mes mains tremblaient en le prenant. J'ai compris que, dans son regard, je venais de franchir un nouveau seuil. J'étais passé du simple guetteur à l'homme de confiance. Dès lors, mes missions ont changé de nature. Je n'étais plus seulement les yeux du cartel, j'étais aussi ses bras. J'ai aidé à organiser le passage de cargaisons de cocaïne vers les États-Unis, en soudoyant des douaniers, en détournant des patrouilles. Chaque opération réussie renforçait ma réputation. L'argent coulait à flot. 5 000 pesos par semaine, une camionnette neuve, des armes dernier cri. Ma famille mangeait à sa faim, et mes sœurs pouvaient enfin aller à l'école sans craindre de manquer de cahiers. Mais je savais que ce confort avait un prix taché de sang. La première fois que j'ai tiré moi-même, ce fut lors d'une embuscade contre des halcones des États. Je me souviens encore du recul de l'arme, du bruit métallique qui résonnait dans ma cage thoracique. Mon corps tout entier tremblait, mais une étrange chaleur m'envahissait. Un mélange de peur et de fierté. J'avais franchi la ligne rouge, et plus je répétais ces gestes, plus la peur s'effaçait, remplacée par une froideur mécanique. Je devenais peu à peu ce que le cartel voulait que je sois. Une ombre efficace, loyale, prête à tuer sans hésiter. À chaque mission, je sentais ma conscience s'éloigner, comme une voix qu'on étouffe sous des couches de bruit et de violence. Mais dans les yeux de X20, je voyais la reconnaissance,
cette approbation qui me liait à lui plus sûrement qu'un contrat. Ce fut ainsi que, dans le sang et la peur, je me suis affirmé. Je n'étais plus Xavier, le garçon pauvre de Reynosa. J'étais Sombra, l'opérateur du cartel, et dans ce monde, ce nom valait plus que n'importe quelle identité. À partir de ce jour, ma vie a changé de vitesse. Fini les veilles interminables au coin des rues poussiéreuses. J'étais désormais l'un des opérateurs personnels de X20. On m'avait confié un pick-up blindé, une radio cryptée et un budget mensuel qui dépassait tout ce que ma famille aurait pu imaginer en une vie entière. Chaque semaine, je touchais 5000 pesos, parfois plus lorsque l'opération réussissait particulièrement bien. Pour le garçon de la station-service que j'avais été, c'était comme toucher le ciel. Mon premier grand rôle fut de superviser le passage de cargaisons de cocaïne à travers le pont international de Reynosa. J'avais sous mes ordres une dizaine de halcones, chacun placé à un point stratégique. Poste de police, douane, route secondaire. Leurs voix circulaient sur mes ondes, me donnant en temps réel la position des patrouilles et les horaires des rondes. Je contrôlais chaque mouvement comme un chef d'orchestre invisible. Quand un camion franchissait la frontière sans être inquiété, je ressentais une fierté malsaine. La preuve que j'étais capable de dominer un territoire que même l'État n'arrivait pas à surveiller. Très vite, ma réputation s'est construite. On disait que Sombra ne ratait jamais. Cette réputation m'ouvrait des portes et, surtout, l'attention directe du patron. Un soir, dans une maison luxueuse de la périphérie, X20 m'a invité à dîner. La table débordait de plats raffinés, de bouteilles importées, de femmes rieuses qui faisaient semblant d'oublier que des fusils d'assaut gardaient chaque entrée. Le patron m'a fait asseoir à sa droite. D'un geste, il a levé son verre et a déclaré devant tous « Voici Sombra. Il est jeune, mais il est fiable. Et dans ce métier, la fiabilité vaut plus que l'âge. » Les autres ont applaudi. Je sentais mon cœur gonfler d'orgueil. L'argent me permettait désormais d'aider ma mère et mes sœurs. J'avais payé leurs dettes, acheté des médicaments, rénové la maison familiale. Mais ce que je ne leur disais pas, c'est que chaque peso portait la trace d'un cadavre, d'un ordre chuchoté dans une radio, d'une nuit tachée de sang. Elles croyaient que je travaillais dans une entreprise de sécurité privée. Je les laissais croire, préférant qu'elles m'imaginent honnête plutôt que complice du monstre. Dans le cartel, mon ascension s'accompagnait de privilèges. Je participais désormais aux réunions stratégiques où se décidaient les alliances, les assassinats, les routes. Je voyais X20 dresser des cartes, calculer des profits, négocier avec des politiciens corrompus, comme s'il s'agissait de clients ordinaires. Son autorité ne souffrait d'aucune contestation. Lorsqu'il parlait, même les sicarios les plus sanguinaires baissaient les yeux. Mais cette proximité m'exposait aussi aux ténèbres. J'ai vu de mes propres yeux des hommes torturés pour une erreur mineure, des familles entières punies parce qu'un membre avait parlé de trop. J'apprenais que la fidélité n'était pas seulement exigée, elle était achetée, vérifiée, imposée par la terreur. Et pourtant, je restais. Parce que le pouvoir est une drogue. Il vous rend plus fort, mais il vous dévore lentement. Parfois, quand je conduisais seul la nuit dans Reynosa illuminée, je regardais la ville étendue devant moi et je pensais à ce que X20 m'avait dit lors de notre première rencontre. Toute cette ville est à moi. Ce soir-là, j'avais l'impression que, par extension, une partie de cette ville m'appartenait aussi. C'était une illusion, bien sûr, mais une illusion assez puissante pour me retenir captif. Ainsi, j'étais passé d'un simple guetteur à une pièce maîtresse. Chaque victoire du cartel renforçait mon nom, chaque défaite menaçait ma vie. J'étais monté, oui, mais plus on monte, plus la chute promet d'être mortelle. La vie à l'intérieur du cartel ressemblait à une forteresse sans murs. On y vivait entouré de luxe et de peur, prisonnier d'un système invisible. Chaque jour commençait avec des ordres précis,
Réunion au lever du soleil, distribution des tâches, vérification des radios, et surtout la répétition du code sacré, silencio absoluto. La règle n'était pas négociable. Quiconque parlait trop, même par inadvertance, disparaissait. Les maisons de sécurité où nous logions étaient des palais déguisés en simple demeure. Piscine, salon décoré de marbre importé, tables garnies de mets et de boissons qu'aucun restaurant de Reynosa n'aurait pu offrir. Le soir, on organisait des fêtes interminables. De la musique norteña résonnait, les femmes riaient, l'alcool coulait à flots, mais derrière chaque éclat de rire, il y avait un fusil posé contre un mur, une tension prête à éclater au moindre signe de trahison. Même ivres, nous gardions un œil sur la porte, une main proche de l'arme. Les rapports entre nous étaient façonnés par cette peur constante. Officiellement, nous étions une famille, liés par le sang versé ensemble. En réalité, chaque regard dissimulait une question muette. Est-ce qu'il pourrait me vendre demain? La loyauté était proclamée chaque jour, mais jamais garantie. X20 répétait que la confiance était plus rare que l'or. Alors, nous vivions dans une fraternité qui ressemblait à une cage dorée, brillante à l'extérieur, mais étouffante à l'intérieur. J'ai vu de mes propres yeux ce que signifiait la désobéissance. Une nuit, on a attrapé un jeune halcon qui avait parlé trop librement dans un bar. Le lendemain, son corps mutilé a été exposé devant tous, comme une leçon gravée dans la chair. La peur était notre ciment. C'est elle qui assurait la cohésion, pas l'amitié ni l'honneur. Pourtant, il y avait aussi ces moments étranges de camaraderie. Nous partagions des repas, des confidences, parfois des éclats de rire sincères. Dans l'ombre de la mort, les liens se forgeaient vite. J'ai appris à aimer mes frères d'armes, même si je savais qu'un jour l'un d'eux pourrait appuyer sur la gâchette contre moi. C'était ce paradoxe permanent, aimer et craindre la même personne. Le temps libre était rare. Quand il arrivait, nous le dépensions dans des excès. Voitures de luxe, drogue, prostituées, voyages éclairs à Cancun ou Monterrey. Mais au fond de moi, je savais que ce faste n'était qu'une façade. Derrière les bouteilles de champagne et les habits italiens, nous étions des prisonniers d'un empire de sang. Je repense souvent à une nuit particulière. Nous étions réunis autour d'une grande table, X20 au centre. Il nous observait en silence, comme un roi jaugeant ses chevaliers. Puis il a dit « N'oubliez jamais, Cabronne, ici, la loyauté n'est pas une option. C'est la seule chose qui vous garde en vie. » Oh, un silence pesant a suivi. J'ai senti un frisson parcourir la salle. Chacun savait que la prochaine victime de sa paranoïa pouvait être n'importe lequel d'entre nous. Ainsi se déroulait notre quotidien. Fêtes somptueuses et exécutions sanglantes, serments de fidélité et soupçons permanents. Un mélange d'ivresse et de terreur qui finissait par brouiller la frontière entre le bien et le mal. Nous n'étions plus des hommes libres. Nous étions des ombres, au service d'un empire dont la seule loi véritable était la peur. Ce fut à ce moment de mon ascension que je compris enfin. Le cartel n'était pas seulement une armée d'hommes armés, c'était un État parallèle. Les routes, les ponts, les marchés, tout semblait fonctionner sous notre contrôle. Mais la véritable force n'était pas dans les fusils. Elle se cachait dans les bureaux climatisés, dans les signatures sur des contrats, dans les poignées de main échangées à huis clos. X20 m'a un jour dit, en me servant un verre de tequila, « Les balles gagnent des batailles, mais l'argent gagne des guerres. » Et il savait de quoi il parlait. Nous avions des maires sur notre liste de paye, des députés qui votaient nos intérêts, des commandants de police qui nous avertissaient des opérations officielles. Même des juges nous libéraient de nos hommes en attente de procès. Tout cela avait un prix, soigneusement calculé. Chaque peso dépensé pour corrompre rapportait 100 fois plus en cargaisons passées, en contrôles évités,
en silence acheté. Je me souviens d'une réunion où j'ai été chargé d'accompagner le patron. Nous sommes entrés dans un hôtel de luxe, à Matamoros. Dans la suite, nous attendait un homme en costume impeccable, un politicien que j'avais déjà vu à la télévision. Il nous a accueillis avec un sourire, comme s'il recevait des investisseurs étrangers. La conversation s'est déroulée sans jamais prononcer le mot « drogue ». On parlait de sécurité, de collaboration, de flux économiques, mais chaque sous-entendu était clair. Je me suis rendu compte ce soir-là que nous n'étions pas les seuls criminels. Nous étions les partenaires invisibles d'un système entier. Le plus choquant fut de découvrir que certains militaires eux-mêmes nous prêtaient main forte. Des colonels vendaient des informations sur les patrouilles, des généraux fermaient les yeux sur les cargaisons. L'armée qui, officiellement, devait nous combattre, servait parfois de bouclier discret. La frontière entre l'État et le cartel n'était plus une ligne, mais une zone grise où les intérêts s'entremêlaient. Dans cette zone grise, je compris aussi ma propre insignifiance. Moi qui croyais être devenu puissant, je n'étais qu'un pion déplacé sur un échiquier dont les véritables maîtres se trouvaient ailleurs. Derrière nous, il y avait des banquiers blanchissant des millions, des entrepreneurs investissant nos fonds dans des hôtels, des stations-service, des immeubles. L'empire du Duisvin ne se limitait pas aux fusillades dans les rues. Il s'étendait jusque dans les institutions que les citoyens croyaient respectables. Un soir, alors que nous revenions d'une de ces réunions, X20 m'a confié, presque à voix basse. « Comprends bien, Sombra. Ce que nous faisons dépasse les États, dépasse Tamaulipas. Nous faisons partie d'un projet plus vaste, une toile qui s'étend jusqu'à Mexico et même plus loin. » Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. Je sentais qu'il détenait des secrets qui me dépassaient, des alliances dont je ne devais pas connaître les noms. Je compris alors que je n'étais pas seulement en guerre contre des ennemis visibles. Je servais une machine dont les engrenages étaient invisibles, une mécanique où ma loyauté n'était qu'une monnaie parmi d'autres. Et plus je percevais cette vérité, plus je sentais l'ombre grandir autour de moi. Le pouvoir absolu que je croyais toucher n'était qu'un mirage. Derrière chaque ordre donné, il y avait une main plus puissante qui tirait les ficelles. J'étais devenu quelqu'un, oui, mais quelqu'un de jetable. Et dans le silence de ces réunions, une certitude commençait à naître en moi. Le jour viendrait où le cartel me sacrifierait comme un pion qu'on élimine pour protéger le roi. La guerre contre les États avait déjà transformé Tamaulipas en un champ de bataille permanent. Chaque rue de Reynosa, chaque carrefour de Matamoros devenait un piège où l'on pouvait mourir à tout moment. Les fusillades éclataient en plein jour, les corps s'empilaient dans des fosses clandestines, et les habitants vivaient reclus derrière leurs portes comme des prisonniers volontaires. Mais le pire n'était pas seulement dehors. Le pire commençait à ronger notre propre maison. X20, celui que j'avais admiré pour son intelligence froide et son sens de la stratégie, changeait. La paranoïa le consumait. Il voyait des traîtres partout. Ses colères devenaient imprévisibles, ses purges sanglantes. Des opérateurs fidèles disparaissaient du jour au lendemain, accusés sans preuve d'avoir parlé aux ennemis. Le climat de terreur s'installait jusque dans nos réunions. Personne n'osait croiser son regard trop longtemps. Un soir, il m'a convoqué dans son bureau. 2 cadavres gisaient sur le sol, les visages tuméfiés, méconnaissables. « Tu sais qui ils étaient, Sombra ?» m'a-t-il demandé d'un ton glacial. J'ai secoué la tête. Des infiltrés des États, ils me trahissaient depuis des mois. Puis, il a levé ses yeux vers moi. « Et toi, Sombra, tu me trahirais ?» J'ai senti la sueur perler sur ma nuque. J'ai juré fidélité, mais j'ai compris ce soir-là que ma propre vie ne tenait plus qu'à un fil. La goutte d'eau fut une opération manquée à Valhermoso. Nous devions éliminer un commandant des États, surnommé El Chuta. Tout semblait parfait. Ses habitudes repérées,
ses défenses faibles, le plan établi. Mais lorsque nous avons pénétré dans la propriété, il n'y avait personne. Le lieu était vide, et en quelques secondes, une trentaine d'hommes armés nous ont encerclés. Une embuscade. 12 de mes sicarios sont morts cette nuit-là. Moi, j'ai survécu de justesse, couvert de sang et de poussière, le cœur battant comme un tambour de guerre. En rentrant, je savais que ce n'était pas seulement une défaite, c'était ma condamnation. X20 ne verrait pas une erreur, il verrait une trahison. Lorsque je me suis présenté à lui, il m'a fixé longtemps, puis a murmuré. 12 de mes meilleurs hommes sont morts, et toi, tu es encore en vie. Pourquoi? Sa voix était douce, mais ses yeux me condamnaient déjà. Tu as une semaine, Sombra. Une semaine pour me livrer le traître. Sinon, je saurai que c'est toi. Je suis sorti de cette pièce avec une certitude. J'étais un homme mort. Pendant des jours, j'ai fouillé les communications, interrogé mes propres hommes, cherché la moindre faille. Mais je savais au fond que personne n'avait trahi. Les États avaient juste eu de meilleures informations. Pourtant, pour X20, il fallait un coupable, et ce coupable, ce serait moi. Le 5e jour, El Checo m'a trouvé dans une maison de sécurité. Son visage habituellement impassible était marqué d'une gravité inhabituelle. Le patron a déjà décidé, Sombra. Demain soir, on doit t'amener à la réunion. Ce ne sera pas une réunion. Ce sera ton exécution. Ces mots ont glacé mon sang. Je l'ai regardé, incrédule. Pourquoi tu me dis ça? Il a soupiré. Parce que je sais que tu n'es pas un traître. Mais la paranoïa de X20 ne s'arrêtera pas à toi. Un jour, ce sera moi. Alors pars. Pars ce soir. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Quitter le cartel signifiait trahir la seule règle que j'avais juré de respecter. Mais rester signifiait mourir. J'ai pris l'argent que j'avais caché, une arme, de faux papiers, et j'ai quitté Reynosa au cœur de la nuit, laissant derrière moi ma mère et mes sœurs sans explication. J'ai roulé 18 heures d'affilée jusqu'à Guadalajara, chaque kilomètre me rapprochant d'une vie nouvelle et chaque minute alourdissant ma conscience. À partir de cet instant, je n'étais plus Sombra l'opérateur. J'étais un fantôme, un homme condamné par ceux qui l'avaient servi, traqué par les mêmes frères d'armes avec qui il avait partagé le sang et les fêtes. Ma chute n'avait pas été provoquée par mes ennemis, mais par la méfiance de mon propre patron. Et cette vérité me hantera jusqu'à la fin. Je vis aujourd'hui comme une ombre parmi les vivants. 10 années ont passé depuis ma fuite, et pourtant chaque matin, je me réveille avec la même peur sourde, celle de croiser un regard qui me reconnaîtra, celle d'entendre un pas derrière moi qui annonce la fin. J'ai changé de ville, changé de visage, changé de nom, mais on ne change pas d'âme. L'âme garde les cicatrices plus profondément que la peau. Quand j'ai quitté Reynosa cette nuit-là, je croyais avoir échappé à la mort. En réalité, je l'ai seulement reporté. X20 a été arrêté en 2013, puis extradé vers les États-Unis. En prison, sa paranoïa a fini de le dévorer, et en mars 2025, il est mort, abandonné par le même empire qu'il avait bâti de ses mains. J'ai vu sa photo dans les journaux, un vieil homme fatigué, méconnaissable. Pourtant, même mort, il continue de hanter mes nuits. Car il n'a pas seulement détruit sa propre vie, il a détruit celle de milliers d'autres, et la mienne avec. Je repense souvent à ma mère et à mes sœurs. Je n'ai jamais pu leur dire la vérité. Pour elles, je suis parti travailler loin, puis j'ai disparu dans le silence. Elles ignorent que j'ai été un criminel, que mes mains ont porté la mort. Peut-être vaut-il mieux ainsi. Peut-être que leur ignorance est la seule forme de protection que je pouvais leur offrir. Mais je sais aussi que je les ai trahis, que je les ai abandonnés. Cette culpabilité, aucun témoin
ne pourra jamais me l'enlever. Alors pourquoi parler aujourd'hui? Pourquoi briser le silence après toutes ces années? Parce que le poids est devenu trop lourd. Les visages de ceux que nous avons exécutés me poursuivent. Les cris des familles résonnent encore dans mes oreilles. Et surtout, parce que je sais que le cartel n'a pas disparu. Les noms changent, les chefs tombent, mais la machine continue de tourner, alimentée par la même corruption, la même peur, la même soif de pouvoir. Si je parle, ce n'est pas pour me justifier. Je ne mérite ni pardon ni compassion. Mais je veux que vous compreniez une chose. Personne ne gagne dans ce monde. Pas les soldats, pas les patrons, pas même les politiciens qui croient tout contrôler. Le cartel dévore tout, les familles, les villes, et finalement, ses propres serviteurs. La loyauté, que nous jurions sacrée, n'était qu'une illusion. Elle n'était qu'un masque pour couvrir la peur. Et la peur, elle, finit toujours par trahir. Je ne suis plus son bras. Je ne suis plus l'opérateur du X-20. Je suis un survivant. Et dans cet univers, survivre est déjà une victoire. Mais c'est une victoire amère, car elle s'achète au prix de la solitude. J'ai gagné la vie, mais j'ai perdu tout ce qui lui donnait un sens. Alors, si j'ai une dernière leçon à transmettre, c'est celle-ci. Méfiez-vous des ombres. Les vrais patrons ne se montrent jamais. Ils se cachent derrière des masques de respectabilité, derrière des uniformes, derrière des institutions. Ceux que vous voyez dans les rues armés de fusils ne sont que des pions. Les véritables chefs, eux, restent invisibles. Et ce sont eux qui tirent les ficelles, pendant que d'autres saignent à leur place. Je vous ai tout dit. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu. Ma confession n'effacera rien, mais peut-être servira-t-elle de témoin. La vérité finit toujours par sortir des ténèbres, même de la bouche du nombre,